rencontre de haut niveau tenue sur le sol guinéen. Des délégations de 12 pays s'invitent aussi à Conakry. Au menu des assises, l'ingénierie de la formation et l'élaboration d'un plan de formation, une rétrobaille du réseau africain des institutions de formation professionnelle. Et puis, ce long métrage sur le viol autorisé et le mariage précoce, objectif, briser le tabou autour de ces pratiques bouleversantes. Bekantala, c'est le titre du film à suivre dans cette édition. Bienvenue à présent, le contenu de ce décret. Décret D 2025-0192 PRG SGG portant nom des secrétaires généraux des départements ministériels. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Madame Irène Marie Adjimalis. 2. Secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Mohamed Sike Kamara. 3. Secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Moustapha Kobele Keïta. 4. Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Monsieur Abdoulaye Youla. 5. Secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Dr Mamoudou Touré. 6. Secrétaire général du ministère du budget, Monsieur Kernan Amadou Ba. 7. Secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur Kabele Souma. 8. Secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, Monsieur Aboubakar Kourouma. 9. Secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Monsieur Aboubakar Kourouma. 10. Secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Madame Bintou Douno, précédemment conseillère chargée des questions industrielles et des Petites et Moyennes Entreprises au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. 11. Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Monsieur Oumar Bari, précédemment secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 12. Secrétaire général du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Madame Ramatoulaye Kamara, précédemment chef de cabinet du ministère du Travail et de la Fonction publique. 13. Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Fassinet Kanté. 14. Secrétaire général du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Monsieur Youssouf Boundou Silla. 15. Secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Monsieur Julien Bongono. 16. Secrétaire général du ministère du Commerce, Monsieur Bamba Oliano, précédemment chef de cabinet du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. 17. Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Manjou Diakité, précédemment directeur national des laboratoires de Guinée. 18. Secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Karim Samoura. 19. Secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, Monsieur Morlaï Souma, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. 20. Secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Monsieur Ibrahima Kamara. 21. Secrétaire général du ministère de l'Énergie, Monsieur Moussa Koulibaly, ingénieur, électricien, consultant. 22. Secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Monsieur Bachir Kamara, précédemment secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 23.
secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, M. Mamadou Saliou Silla. 24, secrétaire général du ministère des Transports, M. Mohamed Bakayoko. 25, secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Noua Traoré. 26, secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, M. Souleymane Ba. 27, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Madame Kaïté Sall, précédemment secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 28, secrétaire général du ministère des Sports, Monsieur Mohamed Bilikaba, précédemment secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. 29, secrétaire général du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Monsieur Roger Yassi Clonon. 30, secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, Monsieur Souleymane Keïta, précédemment député à l'Assemblée nationale de Guinée. 31, secrétaire général du ministère de l'Élevage, Madame Alimatou Sirandou Diallo, précédemment directrice nationale de l'alimentation et des productions animales. 32, secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur Faïmba Mara. 33, secrétaire général adjoint des affaires religieuses, El Haj Ibrahima Ousmane Ba. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 octobre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Cet autre décret D 2025-0193 PRG-SG portant nomination des chefs de cabinet des départements ministériels. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de chef de cabinet dans les départements ministériels ci-après. 1. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Billy Ankeïta, avocat. 2. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur François Gono-Kondé. 3. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Kemo Oulare. 4. Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Madame Mariama Bailo Bari. 5. Ministère de l'Économie et des Finances, Madame Fatoumata Binta Bari. 6. Ministère du Budget, Madame Nana Youssef Tenenke Diaré. 7. Ministère du Plan et de la Coopération internationale, Madame Fatoumata Touré. 8. Ministère du Travail et de la Fonction publique, Madame Hassana Touba. 9. Ministère des Mines et de la Géologie, Madame Aminata Bangoura. 10. Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Abdoulaye Diallo, économiste, spécialiste en gouvernance des organisations pour le développement international. 11. Ministère de l'Agriculture, Madame Nimaba, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 12. Ministère de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Kerno Hamidouba. 13. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Professeur Fanta Touré. 14. Ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Monsieur Abbas Kamara. 15. Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Emploi, Monsieur Alpha Saliou Kourouman. 16. Ministère du Commerce, Monsieur Francis Massoma, conseiller en stratégie d'investissement et gestion du développement à la Direction générale des investissements.
17, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Pepe Bilivogui. 18, ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dr Diao Baldé. 19, ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, Monsieur Ahmed Keïta, précédemment secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 20, ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Monsieur Kossa Touré. 21, ministère de l'Énergie, Madame Fatoumata Binta Baldé, précédemment conseillère chargée des infrastructures minières au ministère des Mines et de la Géologie. 22, ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Madame Fatoumata Diallo, précédemment directrice générale adjointe de la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée, Sogéag SA. 23, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Monsieur Mohamed Lamine Bangoura. 24, ministère des Transports, Madame Fatoumata Bangoura. 25, ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Mfali Silla. 26, ministère de l'Information et de la Communication, Madame Adel Kamara. 27, ministère de la Jeunesse, Monsieur Robert Sarah Koulemou, journaliste. 28, ministère des Sports, Madame Mahawa Touré, précédemment chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports. 29, ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Fatoumata Binta Diallo. 30, ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, Monsieur El Hadj Baba Thiam, précédemment en service au Crédit Mutuel de Bordeaux, France. 31, ministère de l'Élevage, Monsieur Sanfan Mohamed Sissé, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 32, secrétaire général du gouvernement, Monsieur Ali Traoré. 33, secrétaire général des affaires religieuses, Dr Jean-Édouard Sagno. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 octobre, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité, périple du coordinateur national de la campagne référendaire, le Premier ministre a posé ses valises à Kindia. Principal message, remercier les populations de la Cité des Agrumes pour leur maturité. En même temps, transmettre la reconnaissance du chef de l'État. Ousmane Bangoura, compte rendu. Kindia, la cité des légumes et des agrumes, offre un visage festif à l'occasion de la visite du Premier ministre Amadou Ouriba. Dans les rues, comme à la maison des jeunes, la population s'est fortement mobilisée pour accueillir le coordinateur national de la campagne référendaire. Un accueil chaleureux, symbole de reconnaissance et d'adhésion aux actions engagées par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en faveur du développement et de la refondation nationale. C'est plutôt Kindia qui doit remercier le gouvernement et son président pour la justesse de son choix politique et les retombées positives sur leur vie de tous les jours. C'est pourquoi tout porte à croire que les prochaines élections présidentielles du 28 décembre se passeront comme le référendum dans la paix et la concorde nationale. Kindia mesure les efforts du gouvernement et du président de la République à travers les réalisations palpables dans la réhabilitation de nos voiries urbaines, les grands chantiers en cours et plusieurs autres projets structurants pour notre région. Prenant la parole, le coordinateur national de la campagne référendaire a, au nom du chef de l'État, remercié chaleureusement les citoyens pour leur large participation au référendum du 21 septembre dernier. Kindia Wounouali, je crois que les femmes ont battu le record à Kindia. Partout, c'est la même tonalité. Et je crois que le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, vous a entendu. Et il répondra.
D'abord, la raison de ma présence avec une délégation très forte, c'est de vous remercier. Remercier par rapport à votre mobilisation, à votre engagement pour la campagne référendaire. Ce remerciement est surtout axé sur le fait que nous avons prouvé à la face du monde que la Guinée peut organiser des consultations électorales dans la paix, dans la fraternité, dans la convivialité, sans violence et à la satisfaction de tous. De ce point de vue, c'est une première dans l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. Félicitations. Ces félicitations vont également au fait que vous avez compris le message, que vous avez montré votre adhésion à un processus politique qu'est la refondation de la République de Guinée, en participant très largement à cette campagne référendaire. Partout, c'est 90, 92, 94% de taux de participation. Ce taux de participation est de loin le plus important à nos yeux. Ce taux de participation est l'expression de votre volonté, de votre adhésion à l'esprit qui préside à la politique de refondation dans sa globalité. Pourquoi on vous remercie? On vous remercie parce que vous nous avez fait confiance. On vous remercie parce que vous nous avez donné des raisons d'espérer. Au moment où, ailleurs, les politiques sont désertés par les populations, vous avez montré qu'en Guinée, le politique a encore un sens, l'engagement a un sens et la campagne référendaire l'a largement prouvé. Cela veut dire que la Guinée ne fait que renaître, la Guinée va aller de l'avant et vous nous avez donné la force, encore une fois, d'y aller avec détermination et force. Unwali, Unwali, Unwali. Lorsqu'un peuple est uni, le monde entier lui fait confiance. Vous avez montré que le peuple guinéen est uni sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, dans toutes les contrées. Le comportement électoral de nos compatriotes est le même. Cela veut dire que fondamentalement, le peuple guinéen est uni. Et là aussi, merci beaucoup puisque vous l'avez démontré à la face du monde. Gardons espoir, travaillons, redonnons confiance aux urnes, redonnons confiance à nos compatriotes qui pensent que l'Eldorado est à l'étranger alors que l'Eldorado est chez eux, ici en Guinée. Unwali, Unwali. Fidèle à sa démarche de transparence et de redevabilité, le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec la presse locale. Un échange franc et constructif au cours duquel il a insisté sur le rôle crucial des médias dans la consolidation de la paix, la lutte contre la désinformation et la promotion de la bonne gouvernance. Le Premier ministre a invité les journalistes de Kindia à exercer leur métier avec rigueur, responsabilité et patriotisme dans l'esprit des orientations résidents de la République. À Mamou également, les ministres de l'Environnement et des Mines félicitent les populations et les autorités locales pour le bon déroulement du référendum de 21 septembre dernier. On note également des remerciements pour un scrutin sans incident dans la préfecture. Mamadou Alpha Baldé. Après le scrutin référendaire du 21 septembre qui n'a enregistré aucun incident dans la préfecture de Mamou, le parrain et la marraine de la ville Carrefour rencontrent sages, notables et les remercient du bon déroulement du vote qui a enregistré une large victoire du oui. Nous vous remercions pour votre venue. Nous sommes ensemble et de notre côté, on fera tout pour continuer à travailler pour la paix et l'unité entre les fils et filles du pays. Depuis l'arrivée de ce pouvoir, on se sent respecté et concerné par tout ce qui se passe. Mamou est satisfait.
Puis, nous sommes à la Maison des Jeunes. Les 2 ministres et leur délégation composée de toute l'équipe de campagne rencontrent cette fois les élus, responsables administratifs locaux et acteurs sociaux de toute la préfecture et des différentes sous-préfectures. La victoire du oui le 21 septembre dernier est une victoire du peuple guinéen, une victoire de la souveraineté et de la responsabilité. En vote oui, les citoyennes et les citoyens de Mamo et de la République de Guinée ont marqué une volonté claire de tourner une page et d'écrire une nouvelle histoire de notre pays. Votre disponibilité, votre patriotisme, votre sens de responsabilité. Mamo a prouvé encore une fois de plus que c'est une terre d'hospitalité, du vivre ensemble, et que toutes les communautés doivent regarder dans la même direction. Après Mamou, les 2 ministres comptent se livrer au même exercice à Pita, où le vote et la victoire du oui resteront désormais dans l'histoire. Port du projet Simandou. Nous sommes à Molibaya, préfecture de Forikaria. Le site est visité par les représentants de 22 États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, tous membres de l'accord de mémorandum d'entente d'Abuja. Ils étaient à Conakry à la faveur d'une assise de haut niveau. Cette visite intervient suite à cette rencontre. Abraham Christophe Conté. Nous sommes au port du consortium Simandou de Molibaya, situé dans la préfecture de Forikaria. Les représentants de 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en séjour de travail à Conakry, mettent cette occasion à profit pour visiter ce projet minier de grande envergure. Ici, la délégation est reçue par les responsables de cette alliance de grandes entreprises qui développe cette exploitation du gisement de fer de Simandou, l'un des plus grands au monde. À travers une visite guidée, ces hôtes de marque constatent l'état d'avancement des travaux de ce chantier portuaire. L'objectif principal de la visite des représentants de 22 pays africains qui sont venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est de montrer à la face du monde jusqu'où le projet Simandou n'est pas un slogan, c'est une réalité, et de le montrer jusqu'où le président de la République générale Mamadi Doumbouya est en train d'œuvrer dans le cadre de la construction portière. Ce projet semble crucial pour une intégration économique de toute l'Afrique de l'Est. Le projet du port de Simandou et la vision du MOU d'Abuja pourraient servir d'exemple de coopération sous-régionale. Nous avons eu l'honneur de visiter le nouveau port qui est un projet d'envergure pour la Guinée. Nous voulons profiter de cela pour saluer et reconnaître la valeur ajoutée pour le développement de la Guinée et toute notre gratitude aux plus hautes autorités de la Guinée. Cette visite ici au port du consortium Simandou représente un signal fort pour ses visiteurs en termes d'inspiration et de vision de transformation de la Guinée à travers ses ressources minières. Le MOU d'Abuja quitte Conakry, le RAFPRO rejoint la capitale guinéenne. Ce sont 12 pays au compte du réseau africain des institutions de formation professionnelle. Une rencontre axée sur l'ingénierie de la formation et l'élaboration d'un plan de formation. Nabila Moussa Kamara. Dans un monde en perpétuelle évolution, la formation professionnelle devient la clé du développement durable et de la compétitivité des nations. Conscient de cet enjeu, le RAFPRO, Réseau africain pour la formation professionnelle, a initié un programme d'excellence, la formation des conseillers en ingénierie de la formation et l'élaboration d'un plan de formation. Nous fondons l'espoir qu'au terme de cette session de formation, vous sortirez avec des outils qui permettent aux pays membres du RAFPRO d'avoir sur le terrain des cadres pétris de compétences, capables d'identifier les besoins en formation et de bâtir des plans de formation aux différents publics cibles.
Guidés par des formateurs de haut niveau, ces participants venus de plus de 10 pays africains vont découvrir pendant 5 jours comment structurer une offre de formation efficace, innovante et adaptée aux réalités locales. Nous allons vraiment passer les étapes du processus d'ingénierie de la formation de façon à donner, à mieux outiller les conseillers qui sont déjà des experts dans ce domaine-là. Il y a des questionnaires, il y a des formulaires d'analyse, il y a des critères même d'analyse qui vont être déployés tout au long du séminaire. Ce rendez-vous de Conakry sous l'égide de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel se veut un carrefour d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Nous sommes à une phase de développement socio-économique où nous avons besoin de cadres compétents, de cadres qualifiés. Alors, cela suppose une bonne formation. Et faire une bonne formation suppose maîtriser l'ingénierie de la formation. Cette session n'est pas une première en Guinée, mais cette fois, il s'agit de construire des architectes du changement, capables de planifier l'avenir de la formation professionnelle africaine. Gouvernance locale. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Agence nationale de financement des collectivités. La structure valide enfin l'outil de vulnérabilité sociale. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec Marouane Kamara. Dans cette salle de conférence, 7 expertes en développement local exposent sur une étude menée sur la vulnérabilité dans les différentes collectivités. Le motif, valider le document pour identifier des faiblesses sociales, économiques et environnementales qui freinent l'élan de développement local. Ceci va s'ajouter à d'autres outils que nous avons déjà préparés dans le cadre de ce projet, de ce PAGL2, pour former les collectivités, les engager dans le domaine de l'identification d'abord des personnes vulnérables, mais aussi des personnes porteurs d'handicap, et les intégrer dans le développement local. Donc la validation de cet outil permettra de doter l'AFIC d'un outil supplémentaire pour renforcer les capacités des collectivités locales. À l'issue des travaux, le rapport de vulnérabilité est officiellement validé par l'ensemble des participants. Une avancée significative dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale au service d'un développement plus équitable et participatif. Et j'espère que si ça sera validé, comme il est dit, on a beaucoup d'espoir. Nous pensons que nous allons en bénéficier comme les autres valident. C'est l'occasion pour nous de remercier en tout cas Monsieur le Président de la République qui a bien voulu mettre au cœur de sa gouvernance le développement local et le financement des collectivités. Et également les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, qui est le partenaire qui finance le projet d'appui à la gouvernance locale. Le programme est soutenu par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gouvernance locale. Après sa validation, l'outil de vulnérabilité sera vulgarisé au niveau de toutes les collectivités concernées au bénéfice des personnes vulnérables en Guinée. Communiqué relatif à la transhumance transfrontalière. Suite au communiqué suspendant la transhumance transfrontalière en République de Guinée et fixant la sortie des transhumants sur toute l'étendue du territoire national au 2 mai 2025, nous sommes au regret de constater la violation de ces communiqués par certains éleveurs transhumants dont les animaux sont encore présents sur le territoire national. Par conséquent, il est demandé à tous les éleveurs transhumants transfrontaliers de sortir sans délai leurs animaux du territoire national. Des opérations de déguerpissement seront menées par les forces de défense et de sécurité dans les localités concernées au préjudice des éleveurs transhumants. Tout contrevenant à ces communiqués se verra appliquer la rigueur de la loi, notamment le code pastoral et le code pénal. Sont chargés de veiller à l'application stricte de cette mesure les services déconcentrés des ministères de la Défense nationale, de la Sécurité et de la Protection civile, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'environnement et du développement durable, de l'élevage et de l'agriculture, ainsi que les fédérations régionales de la filière bétail-viande. Ministre de l'élevage, Félix Lama. Lutte contre l'assainissement, le chef du département continue de prendre connaissance des différents sites. Après le centre-ville, le ministre Aboubakar Kamara met le cap sur les communes de Bessia, Matoto et Lambani. Sur place, une feuille de route est présentée aux autorités locales. Mariam Kamara, explication.
Pour cette deuxième étape, les délégations spéciales ont été confrontées directement aux réalités du terrain. Avec une instruction claire, faire disparaître les points noirs d'insalubrité dans les plus brefs délais. Que désormais, il faut se mettre au travail davantage. Nous reconnaissons les efforts qui sont fournis, mais on peut mieux faire. L'insalubrité, c'est l'affaire de tous. Et quand on sera à Conakry, on voit l'état d'immondice et les moyens qui sont mis à disposition des cadres, des mairies. On se dit que c'est inacceptable que Conakry se retrouve dans cet état. Donc le message est clair, c'est de dire aux gens, voici les zones noires, les tampons, mettez vos travail. Dans une semaine, on veut voir notre visage de Conakry. Face à ces défis, l'engagement des maires s'avère total. Cette nouvelle impulsion ministérielle vise à amplifier les efforts entrepris pour rendre la capitale plus attractive. Une stratégie qui mise notamment sur la sensibilisation des citoyens à l'abonnement au PME et sur la mobilisation des gardes communaux. On peut tricher avec tout, mais on ne peut jamais tricher avec l'assainissement. Puisque quand on nettoie, la ville est propre. Et quand on fait semblant de travailler, la ville reste sale. Donc c'est vraiment... Cette démarche de Monsieur le ministre est vraiment une excellente démarche puisque ça nous réconforte dans notre position au niveau du gouvernorat, au niveau de l'ANASP, mais également aussi au niveau des communes. Le message est bien entendu, il est bien compris. L'applicabilité ne fera pas défaut. Nous allons rendre Conakry propre comme les autres villes. La centralisation de la gestion de l'assainissement au sein du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures devrait permettre une rationalisation des dépenses et une action plus coordonnée. Les premiers résultats concrets à l'issue de cette immersion sont attendus les prochains jours dans les différentes communes. À présent, le contenu de ce communiqué de la Direction générale des douanes. Dans le souci permanent de faciliter les opérations de dédouanement et pour éviter tout retard dans le traitement des dossiers d'exonération, la Direction générale des douanes invite toutes les sociétés minières, les entreprises agréées au Code des investissements, les bénéficiaires de projets et marchés publics et toute autre société bénéficiaire d'exonération à déposer les projets de cahier de charges pour l'année 2026 et sur support électronique en respectant le format habituel à partir du 10 octobre 2025 à la Direction générale des douanes. Par la même occasion, la Direction générale des douanes informe les dites sociétés qu'à compter du 2 janvier 2026, aucune dérogation ne sera accordée pour les cahiers non validés en 2026. La Direction générale des douanes compte sur la bonne compréhension de tous les acteurs impliqués dans le processus de dédouanement. Signé Colonel Cheikh Gadiri Kondé, inspecteur des douanes, expert de l'OMD en droit de propriété intellectuelle. Exploitation, abus et harcèlement sexuel, le cocktail est préoccupant. Déjà, on réfléchit à la prévention et à la solution contre ces pratiques. Les hommes de médias sont impliqués. Les régions de Kankan et de Farana sont concernées. Fodé Bangali Fofana. La société minière de Mandiana a récemment enregistré un débordement des eaux provenant de ces installations. Ces eaux contiennent-elles des produits toxiques? Ce débordement survenu la nuit du 15 au 7 septembre dernier, suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur toute la région, aurait causé la mort de 5 veaux retrouvés dans la zone. Pour jeter du cyanure provenant d'une unité industrielle de ce genre, il faut un taux de cyanure watt de 50 inférieur ou égal à 50 ppm. C'est eau qui arrive ici. Ça trouve que non seulement il a été neutralisé par l'unité de détoxification utilisée au niveau de l'usine, liée à cette eau. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a été obligé de fermer notre bassin pour faire le maximum de rétention. Le projet a été ficelé à ce que l'unité sert à détoxifier le cyanure et à le ramener à un taux qui peut être dans les normes environnementales. Informé de la situation, une mission conjointe composée des inspecteurs régionaux des mines, de l'environnement et du directeur du laboratoire régional Kankan a fait le déplacement sur le terrain pour voir ce qui s'est réellement passé. Dès qu'on parle d'incident, ce qu'on recherche, c'est les cyanures. Alors, c'est les cyanures qui sont toxiques, donc c'est ce que tout le monde recherche. Mais je vous avoue qu'au moment où moi, mon équipe passait, au moment de notre prélèvement,
on n'a pas trouvé de cyanure. Il n'y en avait pas. Les résultats sont là. Le laboratoire s'appuie alors sur les résultats de ces analyses pour parler. Et quand désormais les gens doivent parler, il faut qu'ils se rapprochent du laboratoire. Dans cette zone de refoulement des eaux provenant de l'usine, des installations sécuritaires de barbelés sont faites tout autour pour empêcher l'introduction des personnes étrangères et des animaux. Malgré tout, les troupeaux de bœufs et de moutons des éleveurs de la localité continuent toujours à rôder autour de la zone. Au chapitre santé, la riposte contre le cancer du sein, et c'est nécessaire, les chiffres sont croissants, 60 000 nouveaux cas et 12 000 décès chaque année. Un véritable problème de santé publique en bonne place, la jante féminine. Des initiatives comme Rose Espoir sensibilisent sur le dépistage précoce. En plus, une levée de fonds pour le traitement des femmes atteintes par le cancer du sein. Amadou Touré. Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. En Guinée, la campagne est lancée par l'artiste Sia Tolno à travers l'initiative Rose Espoir unie contre le cancer. Nous sommes là pour ceux qui n'ont pas de moyens. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu mon pays, j'ai dit qu'il faut poser des actes. On est là pour travailler, on va appuyer les actions du gouvernement. Donc je voudrais dire ici, Somagec et l'ONG Rose Espoir, on prendra toutes les dispositions pour qu'en Guinée, on va construire un centre de traitement du cancer avec la radiothérapie. Selon les résultats de nombreuses études scientifiques réalisées dans le monde, plus de 60 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année avec plus de 12 000 décès, ce qui fait du cancer du sein l'une des causes de mortalité chez les femmes. Le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, fait de la santé et de la culture deux piliers essentiels du programme Simandou 2040. C'est pourquoi nous avons engagé un vaste programme de protection sociale de nos artistes et des professionnels de la culture. 1000 artistes, un peu plus de 1000 artistes pris en charge en 2024 à 100%. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. D'où l'importance d'Octobre Rose, qui se fixe comme objectif, entre autres, d'informer sur le cancer du sein et les méthodes de dépistage, d'encourager les femmes à réaliser une mammographie tous les 2 ans, pour les 50 à 74 ans. Octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer, vous le savez certainement, d'où l'appellation Octobre Rose. La coordination nationale lance la campagne de sensibilisation dans les départements ministériels. Première étape, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Marie-Angélique Bangoura. La campagne Octobre Rose pose ses valises au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique à travers le service Genre et Équité et le service Hygiène, Santé et Sécurité. Une rencontre d'échange et de sensibilisation sur la nécessité de prévenir un fléau qui continue de toucher des millions de femmes à travers le monde. Au 30 septembre dernier, nous avons déjà enregistré près de 6 000 cas de cancer et près de 5 000 décès dans notre pays de janvier au 30 septembre 2025. Ce fardeau est dominé par les cancers du sein, du col de l'utérus, du cancer du foie, de la prostate, les cancers de l'enfant. En soutenant ces activités, vous inscrivez votre action dans une vision historique. Par cette initiative de sensibilisation, nous voulons encourager chacune et chacun à comprendre que le dépistage précoce sauve des vies. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus, lorsqu'ils sont détectés tôt, peuvent être pris en charge efficacement. Nous invitons tout le personnel à participer activement aux activités d'Octobre Rose. La ministre des Télécommunications et de l'économie numérique salue cette initiative, symbole de solidarité et d'espoir. Dans notre programme de transformation numérique, nous inscrivons la transformation au niveau
de la santé. La question du cancer de sein et du col de l'utérus est une question qui nous touche. Il est de notre responsabilité à tous de prendre le train en marche, d'être porte-voix, de dire que ce n'est pas aussi une fatalité. Quand c'est détecté assez tôt, nous avons des chances. Chaque année, près de 2,5 millions de nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués dans le monde. Les participants sont encouragés à adopter des gestes simples mais essentiels, l'auto-examen régulier, la consultation médicale préventive et une attention particulière à la santé mentale, gage d'une détection précoce et d'une meilleure prise en charge. Mise en place du syndicat national des pharmaciens de Guinée, cette structure syndicale aura pour mission, bien sûr, de défendre les intérêts des pharmaciens. Par ailleurs, l'instance servira de partenaire pour l'État dans la lutte contre les faux médicaments. Alpha Isiagaba. Un nouveau vent souffle pour le secteur pharmaceutique guinéen. Le syndicat national des pharmaciens de Guinée dispose désormais d'un nouveau bureau composé exclusivement de professionnels du domaine. Ce nouveau bureau aura pour mission de défendre les intérêts des pharmaciens et de lutter contre les mauvaises pratiques au sein de la profession. Nous tâcherons de rester fortement attachés au respect des valeurs républicaines et solidaires entre consoeurs et confrères. La vision qui est la nôtre est la consolidation des acquis du CIFOC, de l'UNAFAM, la pérennisation des actions de lutte, de tout l'exercice de la pharmacie engagée par les autorités actuelles contre les tracasseries administratives dont sont victimes les pharmaciens, les actions contre les pressions fiscales et la levée du bouclier contre l'indélicatesse de certains concessionnaires des établissements pharmaceutiques. Pour trouver une solution à cette difficulté, la mise en place du bureau du syndicat national des pharmaciens de Guinée s'inscrit dans la volonté d'accompagner l'État dans sa politique d'assainissement du secteur pharmaceutique en Guinée, mais pas seulement. Tous ceux qui ont le diplôme de pharmacien et qui vivent du métier du pharmacien par leur travail ont accès à ce syndicat. Un renouveau qui permet de rassembler tous les professionnels, tous les praticiens du métier de pharmacie. Donc, cet organe va aider à mieux défendre la profession. Ce n'est pas individuel. Lors de la cérémonie d'installation, plusieurs acteurs du monde pharmaceutique ont salué cette initiative qu'ils jugent essentielle pour redonner de la crédibilité à un secteur stratégique dans la pyramide sanitaire du pays. À Boké récemment, tenue du comité technique régional de santé, la toute première session de l'année, 4 jours pour passer en revue les activités réalisées. Séance tenante, des anomalies sont signalées afin de les corriger. Younes Atawel Kamara. C'est une rencontre qui regroupe les professionnels de la santé de la région administrative Boké. C'est dans le cadre de la première session du comité technique régional de la santé, exercice 2025. La session du CTRS constitue un cadre de dialogue, d'analyse et de prise de décision concertée. Elle nous offre l'opportunité de faire le point sur les performances enregistrées par les districts sanitaires durant le trimestre écoulé, d'identifier les défis majeurs auxquels nos services sont confrontés, de partager les bonnes pratiques et expériences réussies. Des questions liées à une meilleure couverture sanitaire, provisionnement des structures sanitaires et des pharmacies agréées en produits pharmaceutiques sont également débattues au cours de cette rencontre. Les partenaires techniques et financiers ici présents par ma voix réitèrent leur ferme engagement à toujours accompagner la région de Boké dans sa quête permanente d'une meilleure santé pour sa population et restent ouverts à vos critiques pour potentialiser leurs interventions sur le terrain. Je voudrais vous rassurer que les autorités administratives de la position administrative du Boké, que nous sommes, ne ménageront aucun effort pour le soutien total et inconditionnel des services de santé de notre région. Et cela, dans le souci majeur de contribuer
au bien-être de nos populations. Les recommandations issues de cette première session du Comité technique régional de la santé de Boké vont désormais servir de guide en vue de trouver des solutions idoines pour mieux améliorer l'état de santé des populations de la région administrative de Boké. Accès à l'électricité, des initiatives privées se déploient. Une usine de poteaux à béton armé tourne à plein régime. Nous sommes à Sigiri. L'entrepreneur souhaite produire des poteaux électriques de qualité. Ambition affichée, freiner les importations. Djamokaba, Toumani Sila Diallo. Sur le corridor Sigiri-Ndoko, une petite escale pour découvrir un modèle d'entrepreneuriat pour le développement durable. La société Aruna Électrique nous ouvre ses portes. À l'intérieur, une usine de poteaux en béton armé. Elle a une capacité de production de 20 poteaux par jour avec une hauteur qui varie entre 9 à 14 mètres. On a des sables, des graviers et puis des ciments. Donc c'est l'association des produits là qu'on met avec le fer pour mettre dans le moule et qu'on ait le poteau en béton armé. Le métier est profitable pour moi parce que c'est pas aujourd'hui quoi. C'est l'avenir de demain que je suis en train de préparer. Une main-d'œuvre locale composée d'une vingtaine de jeunes se relaie ici pour faire face à la demande. Depuis la mise en exploitation de l'usine en 2012, la production se poursuit normalement à un rythme de plus en plus soutenu. Cependant, sur le terrain, une grande inquiétude freine souvent la production. Notre ambition, produire ici et consommer ici. Si l'État nous porte confiance, on peut dépasser les autres pays en matière de production de poteaux en béton armé. Sur place, on est capable de faire tout afin d'éviter la demande extérieure. Avoir plus de marché, c'est le choix affiché par la société Aruna Électrique qui s'engage à produire des poteaux électriques de bonne qualité. D'autres pays limitrophes sont là en train de demander et nous on est en difficulté pour avoir. Et il y a une entité qui est là qui peut produire plus de 60 voire 70 poteaux par jour. Et si il a le bon contrat, il est assisté par l'État. Pourquoi pas faire face à lui? Il a ces grilles qui peuvent se déplacer, aller partout en Haute-Guinée et déposer les poteaux. La lutte contre le chômage et l'approvisionnement de la Guinée en poteaux électriques de qualité constitue la priorité des responsables de la société Aruna Électrique en vue de promouvoir l'électrification de nos localités. On reste à Sigiri. Le projet d'urbanisation est en gestation. Des chantiers foisonnent un peu partout, du rond-point de Tibiri au giratoire du camp militaire, sans oublier la construction des salles de classe dans les districts, ce qui s'apparente à une réactualisation de la carte de la municipalité. La délégation spéciale pilote les travaux. Moussa Komara. À Sigiri, la dynamique d'aménagement urbain franchit une nouvelle étape. La cité aurifère au cœur de la Haute-Guinée se transforme peu à peu en un espace urbain plus harmonieux et plus moderne. Une renaissance portée par la municipalité avec pour ambition faire de Sigiri une ville modèle d'aménagement et de durabilité. C'est le rapport du diagnostic socio-participatif qui nous a montré que les districts de Fodé-Oulembougou, qui est situé derrière le fleuve Niger, et le district de Kisakole sont des districts qui n'ont pas d'infrastructure scolaire. Donc le Conseil, en sa dernière session, a adopté la réalisation des infrastructures scolaires dans ces districts. Nous avons également pensé à l'aménagement de la ville. Cette opération grandeur nature touchera le rond-point Tigibiri, le giratoire du Kankarefou. Une bouffée d'air frais pour une ville longtemps associée à la poussière et au tumulte des mines. Le rond-point fait 12 mètres de diamètre, ce qui explique à dire 6 mètres de rayon. Des escaliers à une escalade pour atteindre au sommet. Donc, comme vous le voyez sur le tableau, ça serait pratiqué sans exception. En marge, les travaux de construction de 3 salles de classe réparties dans 2 districts différents, Kissakolin et Kisumako, sont lancés. Les parents d'élèves vivaient des calvaires pour l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est ça, on n'avait pas d'école primaire à l'avant, ni de collège.
Donc, en tout cas, nous sommes très très contents aujourd'hui. En agissant à la fois sur l'urbanisme et l'éducation, la délégation spéciale des Sigiri dégage une vision, celle d'une cité qui se construit, qui s'embellit et respire à la fierté des habitants. Retour à Conakry et on fonce sur le tronçon Amdalaï-Kagbele, longtemps perçu comme un foyer de tension. Progressivement, on déjoue les pronostics. La saine occupation de la jeunesse devient une préoccupation. Des projets de formation et d'insertion socio-professionnelle sont développés. C'est le résultat d'une synergie entre les autorités locales et l'UNFPA. Kadiatou Suleiman Keïta. Le tronçon Amdalaï-Kagbele amorce aujourd'hui un tournant positif sur l'impulsion des nouvelles autorités et avec l'appui des partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. La zone connaît une dynamique de changement axée sur la paix, la formation et l'insertion des jeunes. C'est dans ce cadre qu'une opération d'identification de 500 jeunes est en cours dans les 24 quartiers situés le long de la route Le Prince. Nous sommes fixés l'objectif de prendre tout le monde en charge, embarquer dans la même barque jusqu'à destination. Il faut que les gens comprennent que si on veut se développer, il faut qu'il y ait le calme. Sortir, brûler 200 millions que l'État va engager pour la reconstruction de cette route, casser le marché, s'attaquer aux biens des commerçants qui sont là, ça sert à quoi? Ça ne nous amènera nulle part. Le projet financé par l'UNFPA et mis en œuvre par le Club des Amis du Monde entend doter ces jeunes de compétences utiles pour leur avenir tout en favorisant la paix et la cohésion sociale dans les quartiers concernés. D'ici la fin du mois d'octobre, c'est de parvenir à sélectionner les jeunes au niveau de tous les quartiers, sous bien sûr l'encadrement technique de notre partenaire Club des Amis du Monde, faire le profilage, écouter les jeunes sur ce qu'ils veulent en termes de parcours professionnel et les accompagner dans l'apprentissage des métiers. Ces jeunes que vous allez mettre à notre disposition, nous vous assurons que nous allons très bien les encadrer. Mais choisissez les bonnes personnes qui ont été désignées ici, selon les critères, parce qu'on y verra. Cette identification marque une étape clé vers la mise en œuvre des formations qui devraient bientôt démarrer. Une nouvelle page s'écrit ainsi de Amdalaï à Kagbele, symbole d'un changement de mentalité et d'un engagement fort pour l'avenir des jeunes. Focus sur les pratiques ancestrales néfastes. On cite un exemple, le viol autorisé et le mariage précoce. Les cartes semblent rébattues à travers un film. Il est baptisé Bekantala. Avec cette réalisation, le tabou peut être brisé autour de ces pratiques bouleversantes. Après Conakry, cap sur la capitale sénégalaise pour visionner ce long métrage. Abdul Karim Kamara. Madame la sage-femme, dans notre village, le viol est autorisé par les sages du village. C'est par le respect de votre tradition que j'ai accepté de passer ma première nuit avec toi et ton grand frère. D'ailleurs, c'est à partir de cette nuit que j'ai décidé de ne pas me marier. Voilà un film qui a de la surface. Un long métrage dénommé Bekantala. Ici, Moussa Dramé tente de crever l'abcès des comportements rétrogrades qui mettent en péril certaines sociétés en Guinée et en Afrique. Au village de Bekan, il est permis aux jeunes frères de prendre la virginité de la nouvelle femme de son grand frère. Les amis du mari sont également autorisés d'assister au premier acte sexuel du couple. Je suis allé même dans ces villages-là pour avoir des informations. Et effectivement, c'est un tabou qui ne se dit pas, qui est caché. Il fallait essayer de dénoncer ceux qui pratiquent, qui pensent qu'ils ne sont pas cool. Et voilà, peut-être à travers ce film-là, nous allons partir très loin. Le film est un manifeste pour le droit au bonheur en faveur de la gente féminine, afin de délivrer ces sociétés des pratiques qui se passent au vu et au su de tout le monde, mais restent tabous. D'où le titre Bekantala en Maninka. C'est un très beau film, mais aussi un film qui nous interpelle à agir pour que l'ignorance puisse cesser et que ces pratiques-là s'arrêtent contre les femmes.
Dans cet inventaire critique et polémique dressé par maison de production dit All Prod, le village de Bekan bascule finalement dans la tragédie. C'est au public d'apprécier le film. Moi, c'est ma première fois que je produis un film. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. Et il faut dénoncer et c'est le temps pour nous de mettre fin à ces genres de pratiques. Bekan Tala est le premier film de Di Olpod qui a mis l'occasion à profit de présenter la maquette de la future maison du cinéma qu'elle compte réaliser sur un domaine de 6 hectares à Mafereya. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous se poursuivent.